La peur du feu est primordiale. C'est la peur originelle. Bien avant d'avoir les mots pour nommer le prédateur dans l'obscurité, nous connaissions la chaleur et l'odeur de la fumée. C'est une force de la nature qui est, à la fois, créatrice et destructrice. Elle nous a donné la chaleur, la lumière et la capacité de cuire nos aliments. Elle nous a donné la civilisation. Et presque aussitôt, à l'instant même où nous avons appris à le maîtriser, notre première question fut « Comment puis-je utiliser ceci contre lui ?» L'histoire de la guerre n'est pas seulement l'histoire de l'acier et de la poudre, c'est l'histoire de la perversion du feu. Et au XXe siècle, cette perversion allait atteindre son zénith industriel, un cauchemar d'ingénierie conçu non seulement pour tuer, mais pour effacer. Le feu qui refusait de mourir. Les premiers à perfectionner ce cauchemar furent les Byzantins. Ils l'appelèrent le feu grégeois. Imaginez, vous êtes en pleine bataille navale sur le Bosphore. Navire de bois, voile de tissu, cordage goudronné, le feu est déjà votre pire ennemi. Et soudain, depuis le navire adverse, un siphon de bronze crache un jet de liquide ardent. Mais ce n'est pas un feu normal, c'est quelque chose de profane. Il frappe votre navire et s'y colle. Vous ne pouvez pas l'enlever, vous ne pouvez pas l'étouffer avec une couverture. Et là, l'horreur suprême. Vous y jetez de l'eau, l'antidote universel aux flammes, et le feu s'intensifie. Il brûle sur l'eau, il s'étend, consumant la surface de la mer, transformant votre unique voie de sortie en piège mortel. Le feu grégeois fut la première véritable arme psychologique. Sa formule fut gardée comme l'un des secrets d'État les mieux préservés de l'histoire. Si bien gardé, en fait, qu'aujourd'hui, personne ne sait exactement ce que c'était. La formule s'est perdue dans le temps, mais pas sa légende. La légende d'un feu qui ne pouvait être éteint. Une arme si terrifiante que sa simple présence pouvait briser une flotte ennemie avant même qu'une seule flèche ne soit tirée. L'idée avait été plantée. Le feu n'était pas seulement quelque chose que l'on lançait, comme une flèche enflammée. C'était quelque chose que l'on pouvait projeter. Le porteur du flambeau, sautons un millénaire. Nous sommes en 1915, le front ouest. Le monde s'est enlisé dans la boue et le sang de la guerre des tranchées. La mitrailleuse et le fil de fer barbelé ont rendu la charge d'infanterie obsolète. Des millions d'hommes meurent pour gagner quelques mètres de No Man's Land. C'est une impasse de carnage industriel. Et dans une impasse, le désespoir devient la mère de l'invention. Ce sont les Allemands qui ressuscitèrent l'idée. Ils l'appelèrent le Flammenwerfer, le lance-flamme. Imaginez, vous êtes un soldat britannique accroupi dans une tranchée humide. Vous avez survécu au bombardement d'artillerie du matin. Vous entendez le sifflet, l'ennemi attaque. Vous jetez un œil par-dessus le parapet, fusil prêt, et ce que vous voyez n'a aucun sens. Un homme marche à travers le No Man's Land. Il ne court pas. Il marche. Il porte un lourd réservoir de métal sur son dos. Dans ses mains, pas un fusil, mais une longue tige de métal. Et de cette tige, jaillit un torrent rugissant de feu liquide qui dessine un arc de 30 mètres dans les airs. Le son est la première chose qui vous frappe. Un rugissement surnaturel, comme un dragon en furie. Puis, l'odeur de carburant brûlé. Et enfin, la chaleur. Quand ce jet de feu a frappé les tranchées alliées pour la première fois, l'effet ne fut pas tactique, il fut viscéral. Il a brisé l'esprit des hommes. Des soldats qui n'avaient pas enduré les bombardements et les charges à la baïonnette ont simplement lâché leurs armes et se sont enfuis en hurlant. Comment combattez-vous cela? Comment tirez-vous sur l'enfer lui-même? Mais le Flammenwerfer avait un terrible secret. C'était autant une arme psychologique contre l'ennemi qu'une condamnation à mort pour son opérateur. Le porteur du flambeau était l'homme le plus haï et le plus craint du champ de bataille. Il portait un réservoir de carburant pressurisé sur son dos.
C'était une bombe ambulante. Il était la cible prioritaire pour tous les snipers, toutes les mitrailleuses. Et l'arme était primitive, dangereuse. Un simple changement de vent pouvait renvoyer ce torrent de feu dans votre propre tranchée, incinérant vos camarades. Il y eut des expériences pour monter ces engins sur les premiers chars de la Première Guerre mondiale, mais elles n'allèrent de pas loin. C'était lourd, peu fiable. Après la guerre, la plupart des nations abandonnèrent par le concept. C'était trop horrible, trop dangereux. Pour l'utilisateur, c'était une arme en quête d'un problème qu'elle seule pouvait résoudre. Et ce problème attendait, à l'autre bout du monde, sur une petite île du Pacifique, le cauchemar de béton et d'acier. Le théâtre du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale ne ressemblait à rien de ce que le monde avait connu. Ce n'était pas une guerre de manœuvres de chars dans de vastes plaines, c'était une guerre d'îles. Et chaque île était une forteresse. Les Japonais étaient les maîtres de la défense statique. Ils creusaient, ils s'enterraient dans la terre volcanique et construisaient dans des casemates de béton et d'acier. Des nids de mitrailleuses interconnectés, des grottes profondes, des bunkers capables de résister à l'impact direct de l'artillerie navale. Et à l'intérieur de ces bunkers, il y avait des hommes qui ne se rendraient pas. Des hommes à qui l'on avait enseigné que la reddition était une disgrâce pire que la mort. Imaginez, vous êtes un marine américain. Votre travail est de prendre cette colline. Mais la colline est un hérisson de points de feu. Vous lancez une grenade dans l'ouverture d'un bunker. Sa conception est faite pour la neutraliser. Il y a des canaux de déviation, des chicanes. L'explosion est étouffée. 1 minute plus tard, la même mitrailleuse recommence à tirer. Vos fusils sont inutiles, vos grenades sont insuffisantes, vous êtes coincés, et vos hommes meurent. Il vous faut quelque chose qui puisse pénétrer à l'intérieur, quelque chose qui ne puisse être arrêté par un coude dans un tunnel. Il vous faut du feu. 10 secondes d'enfer. L'armée américaine ressortit les plans. Ils développèrent le lance-flammes de portable IM-1. Et c'est là que la tragédie du porteur de flambeau de la Première Guerre mondiale devient un cauchemar statistique. Mettez-vous dans la peau de cet homme. On vous place près de 32 kilos sur le dos. 2 réservoirs de mélange inflammable, diesel, essence et un nouveau composé appelé napalm, et un plus petit réservoir d'azote comprimé comme propulseur. C'est un poids mort, déséquilibré. Les sangles vous sillonnent les épaules. Votre arme vous donne, au mieux, de 7 à 10 secondes de feu continu. 10 secondes. Et pour l'utiliser, votre portée maximale efficace est d'environ 30 mètres. C'est moins que la distance d'un lancer de grenade. Vous devez vous lever de votre abri, avec ces 32 kilos sur vous, et marcher, à travers le feu ennemi, jusqu'à ce que vous soyez assez proche pour regarder l'ennemi dans les yeux. Vous n'êtes pas un soldat, vous êtes une cible. Votre silhouette est unique, vous êtes l'homme-bombe. L'ennemi sait exactement ce que vous portez et ce que cela va faire. Au moment où vous vous levez, toutes les armes ennemies se tournent vers vous. Ils ne veulent pas vous blesser. Ils veulent mal faire exploser ce réservoir sur votre dos. Et tandis que vous avancez, vos propres camarades s'écartent de vous. Qui veut se tenir à côté d'une bombe humaine? Vous survivez à la course. Vous arrivez au bunker. Vous pressez la détente. 7 secondes d'enfer rugissant jaillissent. Les cris qui viennent de l'intérieur sont une chose que vous n'oublierez jamais. Et maintenant, c'est fini. Le réservoir était vide. Mais vous portez toujours 20 kilos de métal inutile sur le dos. Et tout le front vous a vu. Tout le front a entendu votre arme. Et maintenant, vous devez faire demi-tour et retourner vers votre ligne, tandis que la haine de toute une armée se concentre sur votre dos. À la bataille d'Iwo Jima, le taux de perte chez les opérateurs de lance-flammes de portatifs fut de 94%. Réfléchissez-y, ce n'était pas une statistique de combat, c'est une condamnation à mort.
Sur 100 hommes qui enfilaient cet équipement, 80 code 14 mouraient. C'était une mission suicide glorifiée. Et pourtant, tactiquement, c'était la seule solution. Les opérateurs développèrent une technique terrifiante. D'abord, ils arrosaient dans le bunker avec le mélange non allumé. Ils laissaient dans le gel collant s'infiltrer par les fissures, goûter profondément dans les tunnels. Et alors seulement, ils tiraient une seconde rafale, allumée cette fois. L'effet était apocalyptique. Il ne s'agissait pas seulement de brûler les soldats. Le feu consommait tout l'oxygène dans l'espace clos. Les hommes qui n'étaient pas touchés par les flammes mouraient asphyxiés dans une fournaise surchauffée. Il y eut des études à l'époque, des études qui demandaient si le lance-flamme était une arme trop inhumaine. Certains affirmaient que c'était la pire mort imaginable. D'autres, avec une froideur clinique effrayante, théorisaient que les sens étaient tellement submergés par la chaleur et le choc qu'il n'y avait pas le temps de ressentir la douleur. Je ne pense pas que les hommes qui ont entendu les cris sortir de ces grottes étaient donc d'accord avec la théorie de la mort indolore. L'arme fonctionnait, mais le coût humain pour l'opérateur était insoutenable. Il fallait une meilleure idée. Le diable dans la boîte. L'idée était évidente. Si l'opérateur est vulnérable, donnons-lui un blindage. Combinons le lance-flamme avec un char. Les premières tentatives furent donc des conversions expérimentales de chars légers, M3 Stuart. On leur donna le surnom de « Satan ». C'était un désastre. Le M3 Stuart était déjà un char léger, avec un blindage qui arrêtait à peine plus que les tirs de mitrailleuse. Maintenant, on y avait fourré un système de lance-flammes modifié. La portée était meilleure, environ 40 secondes de feu, mais ils étaient donc terriblement peu fiables. Ils tombaient en panne au combat 40% du temps. Le blindage était trop mince. La tourelle ne pouvait pas pivoter complètement. Imaginez être l'équipage. Vous êtes dans une fine boîte de sardines en acier et juste derrière vous, il y a des centaines de litres de napalm sous pression. Chaque obus anti-char ennemi qui ricoche, chaque mine, chaque grenade, n'est pas seulement une menace pour le char. C'est une menace d'incinération instantanée, mais quand il fonctionnait, quand ils parvenaient à atteindre l'ennemi sans tomber en panne ou exploser, leur efficacité était indéniable. Le concept était solide. Il leur fallait juste une meilleure plateforme. Le loup sous la peau de l'agneau, à peine 5 mois avant l'invasion d'Iwo Jima, une équipe fut réunie. Ils apprirent des échecs du Satan. Et cette fois, ils choisirent la plateforme de travail américaine la plus robuste, le char M4 Sherman. Ce ne fut pas une modification de terrain. Ce fut une reconstruction complète. Cela coûtait 1200 heures de travail par unité, plus de 1000 connexions électriques, 150 pièces spécialisées. Ils arrachèrent le canon principal de 75 mm. À sa place, ils installèrent un projecteur de flammes lourd. À l'intérieur du châssis, là où se trouvaient habituellement les munitions, ils installèrent un réservoir de carburant massif, près de 1100 litres de mélange. Cette nouvelle arme pouvait tirer un jet de feu à 140 mètres de distance, plus long qu'un terrain de football, et elle pouvait tirer pendant 80 secondes. Mais voici le coup de génie, le détail qui en fit une arme de terreur pure. De l'extérieur, il ressemblait trait pour trait à un Sherman normal. On lui avait laissé un faux canon, court, pour qu'à distance, il ressemble à un Sherman standard de 75 mm. L'ennemi n'avait aucun moyen de savoir quel était le char d'artillerie et quel était le dragon. Le coût de conversion équivalait à 350 000 $ d'aujourd'hui. Et pour l'invasion d'Iwo Jima, 8 d'entre eux étaient prêts. 8 loups sous la peau de l'agneau, naviguant vers l'île forteresse du Japon. L'île de la mort, Iwo Jima. 8 miles carrés de roches volcaniques et de cendres noires.
Les Japonais savaient que les sièges étaient stratégiquement vitales. Ils eurent une année entière pour la transformer en forteresse. Et ils l'ont dové. Le général Tadamichi Kuribayashi n'était pas un fanatique suicidaire. C'était un ingénieur de l'horreur brillant et impitoyable. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Il savait qu'il n'y aurait ni évacuation ni ravitaillement. Son unique objectif était de rendre la victoire américaine si coûteuse, si sanglante, que l'opinion publique aux États-Unis s'effondrerait et reconsidérerait l'invasion des îles principales. Ses ordres étaient l'un des clairs. Chaque homme devait tuer 10 Américains avant de mourir. Ces 21 000 hommes creusèrent 18 kilomètres de tunnels souterrains. Ils construisirent 1500 positions fortifiées en béton. Ils creusèrent 5000 grottes et chambres. L'île n'était pas une défense en surface, c'était un organisme souterrain et vivant, dédié à la mort. La marine américaine s'approcha et bombarda l'île pendant 74 jours consécutifs. 74 jours. Ils larguèrent 6800 tonnes de bombes, tirèrent plus de 22 000 obus navals. Les renseignements alliés, avec une naïveté tragique, supposèrent que l'île avait été rasée. Ils croyaient même qu'il ne restait qu'environ 4000 défenseurs. Ils se trompaient d'un facteur 5. Quand les Marines approchèrent Pomme des Plages, le 19 février 1945, ils n'avaient aucune idée que le bombardement n'avait détruit qu'environ 200 des 1500 casemates. Les 21 000 Japonais étaient sous terre, intacts, et attendaient Dieu. Le premier jour fut un enfer. À la tombée de la nuit, les Marines avaient avancé d'à peine 600 mètres au prix de 2400 pertes. La vraie bataille commençait à peine. Et parmi les Sherman qui débarquaient, inconnus des Japonais, se trouvaient les 8 chars lance-flammes. Ils furent bodyguardés en réserve pendant 24 heures. Ils étaient bien trop précieux pour être risqués. Au matin du deuxième jour, ils furent doués lâchés. Le souffle du dragon. Le premier char, le numéro 431, fut envoyé pour aider des Marines cloués au sol près de l'aérodrome de Motoyama. Imaginez la scène du côté japonais. Vous êtes un artilleur anti-char. Vous avez vu ces Marines coincés toute la journée. Puis, vous voyez un char Sherman qui avance. C'est votre travail. Vous préparez votre canon de 47 mm. Vous visez, vous tirez. L'obus frappe le Sherman. Et il ricoche. Le blindage frontal est trop épais. La panique vous envahit. Vous rechargez frénétiquement. Mais le char ne vous tire pas dessus avec son canon. À la place, de là où devrait sortir un obus, jaillit un torrent rugissant de feu liquide orange. Il couvre votre position en une fraction de seconde. 15 secondes de feu ininterrompu. Le béton se fissure. Le métal fond. Les cris sont instantanés. Et puis, le silence. En 6 heures, les 8 chars étaient dit en action. Et la panique se propagea sur les lignes japonaises. Ce n'était pas l'homme vulnérable avec un sac à dos. C'était un monstre d'acier de 30 tonnes qu'il ne pouvait pas arrêter et qui crachait le feu à 140 mètres. Les défenseurs japonais, des hommes qui s'étaient préparés à mourir sur place, commencèrent à abandonner leurs bunkers et à courir, terrorisés, dès qu'ils voyaient approcher les Sherman. Mais quel Sherman ? Celui qui tire des explosifs auxquels vous pouvez survivre, ou celui qui crache l'enfer qui vous effacera. Vous ne le saviez pas, avant qu'il ne soit trop tard. Anatomie d'un bûcher. Les Marines développèrent une nouvelle tactique. Les Sherman standards avançaient, fournissant un feu de suppression pour maintenir les têtes japonaises baissées. Derrière eux, à environ 50 mètres, avançaient les fantassins. Et au centre, le char lance-flamme, le Zippo. Il s'approchait du bunker. Il tirait. Les équipages des chars étaient lidieux si proches qu'ils pouvaient voir à travers leur périscope exactement ce qui se passait. Des visions qui les entraient vraiment pour le reste de leur vie.
Le mélange de napalm ne faisait pas que brûler. Il s'infiltrait. Il coulait par chaque fente de ventilation, par chaque meurtrière. Il s'enfonçait profondément dans le réseau de tunnels. Et alors survenait la seconde horreur. Rappelez-vous, les Japonais stockaient des tonnes de munitions et de carburant à l'intérieur de ces tunnels. Quand le feu les atteignait, le réseau de tunnels se transformait en une chaîne d'explosions secondaires. Un tremblement de terre souterrain. Des grottes entières s'effondrent, enterrant des centaines d'hommes vivants dans l'obscurité. Parfois, les Marines utilisaient des explosifs pour sceller les entrées de des tunnels après l'attaque. Ils piégeaient les survivants à l'intérieur. Plus tard, les soldats américains, patrouillant la surface, pouvaient entendre des détonations sourdes et des coups de feu sous leurs pieds. C'étaient les soldats japonais piégés dans le noir, sans oxygène, choisissant le suicide plutôt que l'asphyxie. Même les positions élevées sur les falaises n'étaient pas à l'abri. Les équipages inclinaient leurs Sherman sur le terrain accidenté pour tirer au-delà de leurs limites d'élévation normale. On rapporta des cas de soldats japonais sautant des falaises, choisissant une mort certaine sur les rochers plutôt que d'être brûlés vifs. Le sacrifice désespéré. Le général Kuribayashi, voyant sa forteresse imprenable se transformer en crématorium, rapporta à son commandement que les chars lance-flammes spéciaux de l'ennemi ont causé plus de dégâts que toute leur artillerie et leurs bombardements combinés. Et il admit « Nous n'avons aucun moyen efficace de les contrer ». Mais cela ne signifiait pas qu'ils n'essayaient pas. Désespérés, les soldats Jin japonais eurent son recours à la seule tactique qui leur restait. Ils s'attachèrent des explosifs sur le corps et coururent droit sur les chars. Ils sacrifiaient leur vie dans l'espoir d'arrêter un de ces monstres. La plupart étaient abattus par les Marines qui protégeaient les chars. Mais certains y parvenaient. Le 11 mars, le char lance-flammes numéro 438 fut détruit. Un soldat japonais réussit à l'atteindre et fit sauter sa charge sur le compartiment moteur. 3 membres d'équipage furent tués sur le coup. Le coût pour les équipes américaines était également énorme. Les ingénieurs travaillaient jour et nuit pour maintenir les chars en état de marche. Les équipages étaient au-delà de l'épuisement. Ils conduisaient jusqu'au front, tiraient leurs 80 secondes de feu, retournaient à l'arrière pour un ravitaillement de 2 heures. Le carburant devait être mélangé et utilisé en 72 heures. Sinon, ils bouchaient le système, puis retournaient directement au combat, jour après jour. Mais cela fonctionnait. On estime que l'utilisation des chars lance-flammes a réduit les pertes des Marines à Iwo Jima de 40%. 40%. Des milliers de vies sauvées par l'utilisation de l'arme la plus horrible qu'ils possédaient. Le crépuscule des dieux. À la mi-mars, la résistance japonaise organisée s'était effondrée, mais il restait environ 3000 défenseurs, prêts pour une dernière et horrible résistance. Le 21 mars, 30 jours après le débarquement, les Américains préparèrent l'assaut final. Les 6 chars lance-flammes survivants furent renforcés par 4 nouveaux, envoyés d'urgence depuis Hawaï. 10 dragons d'acier s'alignèrent pour le plus grand assaut aux lance-flammes de la guerre du Pacifique. Ils avancèrent en formation, incendiant et faisant exploser tout sur leur passage. Au cours de cette seule journée, les chars tirèrent plus de 30 000 litres de mélange combustible. Ils brisèrent la dernière ligne de défense japonaise. 2 des 8 chars Zippo originaux furent détruits à Iwo Jima. Les autres furent renvoyés à Hawaï, cannibalisés pour les pièces, étudiés et raffinés. Sur les 21 000 défenseurs japonais de l'île, moins de 200 se rendirent et survécurent. Les autres sont toujours là, la plupart enterrés dans les tunnels qu'ils avaient eux-mêmes creusés. L'ombre portée. Au cours de la bataille, 1,3 million de litres de combustible incendiaire furent tirés.
Tous les Marines qui ont survécu à Iwo Jima étaient donc d'accord. Sans ces chars, ils n'auraient pas pris l'île. Les pertes, déjà effroyables, auraient été inimaginables. Le succès fut si absolu que les Américains se lancèrent dans la conversion d'autres Sherman. Ils en préparèrent 70 pour l'invasion du Japon. Une invasion qui, heureusement, n'eut jamais lieu. Ils furent utilisés à nouveau à Okinawa, où ils consommèrent 750 000 litres de napalm supplémentaires. L'héritage de cette arme allait perdurer. Le design fut perfectionné, menant au char M67 Zippo, utilisé au Vietnam, brûlant des villages au lieu de bunkers. Le feu grégeois était revenu, industrialisé et perfectionné. Une arme née du désespoir dans les tranchées de la Première Guerre mondiale avait trouvé sa vocation la plus mortelle dans les grottes volcaniques du Pacifique. Et cela nous laisse avec la même question qu'ils se sont posées en 1945. Est-ce une arme inhumaine? Ou bien, dans la logique tordue de la guerre, l'arme qui sauve vos hommes en abrégeant le conflit est-elle en fait la plus humaine de toutes? C'est une question à laquelle seuls les hommes qui ont vu ce qu'ils faisaient peuvent répondre. Et la plupart d'entre eux ont emporté cette réponse dans leur tombe.